Bonjour à tous et bienvenue dans le studio des experts. Alors une fois de plus, on va passer l'actualité en revue. Alors cette semaine, on va parler de procès, de manifs, de grèves et de taxes. Et à mes côtés, pour parler cela avec les invités politiques, j'ai 177 ans d'expertise, c'est-à-dire à eux quatre, évidemment. Priscilla Adadé est une serial podcasteuse, entrepreneuse et comédienne. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Yves Kengen, journaliste punk. Bonjour. Bonjour. Sylvie Dosberg, présidente du Conseil des femmes, psychanalyste et historienne de formation. Bonjour. Et un petit nouveau, Samuel de Hertog, un étudiant féru de politique bruxelloise. Bonjour Jean-Jacques. Alors le 8 mars 2019 s'apprêtait à être un excellent millésime en matière de droits des femmes. Et il a été notamment grâce à cette initiative inédite de grève des femmes. Reportage au Deleuze-Mozart, c'était vendredi matin. Et ce reportage était réalisé par Marine Hubert et Manon Hugui. Il était une caissière qui allait travailler. Elle voulait faire carrière, monter les escaliers. Les hommes disaient, c'est pas pour toi. Les hommes Un disaient, refrain connu et des paroles revisitées. Dans ce magasin, toutes les femmes se croisent les bras ce matin. 30 employés qui saisissent cette journée pour dire stop aux discriminations. C'est un petit peu un ras-le-bol des désirata, des envies des patrons de pousser sur la flexibilité. La flexibilité à tout va et la flexibilité pour les plus précaires et pour ceux qui ont des contrats à temps partiel, etc. Donc majoritairement des femmes. Des femmes qui, à travail égal, gagnent toujours moins que les hommes. Une réalité difficile à comprendre pour ce client. Dans mon pays, ce n'est pas le cas. Vous venez d'où ? Je viens de Moscou. Et là-bas, les conditions de travail des femmes sont meilleures ? Elles sont les mêmes. Et moi, je suis journaliste. Aujourd'hui même, il y a plus de femmes dans le journalisme russe que des hommes. Dans le magasin ce matin, seuls les hommes sont au travail. La plupart portent un brassard mauve en signe de soutien. Collègues, mais aussi maris, ils sont les premiers témoins des inégalités salariales. C'est symbolique. Important parce que je vois quand même la différence à la maison de salaire. Et c'est vrai qu'on a le même statut et elle fait aussi 36 heures comme moi et on n'a pas le même salaire. Regardez mes cheveux, j'ai travaillé avec un salaire beaucoup moins élevé que les hommes et alors c'est normal. 10 heures, Myriam Wallace se remet au travail. Employée dans ce magasin depuis 37 ans, elle garde espoir. L'espoir de ne plus voir la carrière des femmes brisée comme la sienne. Le directeur de l'époque ne voulait pas que je monte, donc pour passer chef, il ne voulait pas de femme en tant que chef en alimentation, Donc je dis c'est pas grave, j'ai abandonné. Dans ce supermarché, une quinzaine de travailleuses poursuivent la grève ce midi à la gare centrale pour faire entendre leur voix. Alors Priscilla Adadé, c'était quand même assez inédit cette manif, un peu pour copier les Espagnols. Bon, c'est un début de succès déjà. Oui, et c'est super, l'initiative est formidable et je pense que c'est vraiment là le cœur le nerf du problème par rapport à ce plafond de verre. On en parle depuis souvent et ce qu'il disait justement dans le reportage. Pour moi, et je travaille beaucoup dans les droits des femmes et apporter de la visibilité avec mon entreprise. Et je pense que maintenant le discours, c'est vraiment d'aller vers les hommes et de leur demander de céder la place. Que cette dame disait par exemple par rapport au chef qui ne voulait pas arriver là, c'est vraiment ça pour moi. Moi, j'ai plein d'amis qui me disent « Oui, maintenant, dans mon entreprise, dans ma boîte, il y a beaucoup de femmes et tout. » Et à chaque fois, je demande « C'est qui le boss ?» Ah oui, et là, c'est toujours un homme. Donc, pour le coup, j'ai trouvé une citation de Mariam Ba, que je trouve qui est une auteure sénégalaise qui est vraiment formidable. Et elle a dit « L'homme, sans rancune et sans haine, est convié à descendre du piédestal des privilèges hérités et injustifiés, qu'il oublie de nos jours sans nostalgie le seigneur qu'il fut pour devenir un ouvrier à côté d'une ouvrière pour l'édification harmonieuse de la cité. » Alors moi, je propose que vous veniez prendre ma place. C'est vrai ouais, pourquoi pas. Ah, merci venez, Jean-Jacques. J'attendais pas. Ça, vous serez l'ouvrière à mes côtés, évidemment. Super. Ben, voilà. Je m'y attendais pas, merci Voilà. Jean-Jacques. Maintenant, vous pouvez donner la parole à Yves. Yves. Voilà. Sur ce sujet-là, moi j'ai vu tout à l'heure sur vos antennes, donc de BX1, que vous représentez aujourd'hui apparemment, la réaction de la FEB à la grève des femmes. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce qu'on
quelques points. Il démonte tout à fait cette idée de grève des femmes, démolissant tous les arguments possibles et imaginables, appelant à l'économie qui doit triompher, etc. Et critiquant donc cette grève, alors que finalement ce sont eux qui sont les responsables des inégalités salariales. Et ça, je trouve que c'est d'un cynisme particulièrement abouti. Très bien, merci. Sylvie ? Oui, alors sur cette grève des femmes, c'est un mouvement qui est parti l'année dernière d'Espagne et c'est vrai que c'est la première fois que ça a lieu en Belgique à l'initiative d'un collectif de femmes individuelles qui raccroche à cette journée internationale des droits des femmes qui existe depuis de très nombreuses années. Ça a commencé dans les années 1910 aux États-Unis et en Russie et c'est en 1977 que l'ONU a reconnu qu'il fallait faire une journée comme celle-là et la Belgique a été assez pionnière parce que nous on en avait déjà une en 1972. Et donc ça ne m'étonne pas qu'il y a quand même un mouvement qui a suivi. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que dès le départ, ça a été le droit de vote pour les femmes, donc les droits civiques, et le droit à l'égalité salariale. Et on voit qu'aujourd'hui, on est encore loin. On est entre 15 et 20% d'écart salarial sur une année en Belgique. Et ce qu'on a vu dans le reportage est vraiment... Enfin, ça fait quand même mal au cœur de se dire que cette femme, elle dit « Oui, ben finalement, j'ai abandonné. » Et il n'y a pas eu de protection. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que dans notre pays, dans les entreprises publiques, dans le secteur public, il n'y a pas de différence salariale à poste égal, parce que c'est interdit. Mais c'est vrai que dans le secteur privé, c'est la règle. Et que, indépendamment de ça, la structure de la société reste quand même façonnée pour que les femmes travaillent à temps partiel, donc aient moins de revenus, in fine, et donc moins de pensions, et donc les inégalités persistent. Et je pense que c'est vraiment une très bonne chose que ce jour-là, on puisse le dire d'une manière ou d'une autre, en faisant la grève, en tapant sur des casseroles ou en prenant la parole. Très bien. Ou même les autres jours aussi, qui sait. Ben, oui, ça, on ne s'en prive pas. Mais bon, ici, c'est généralisé hier. Hein, oui. Un jeune nouveau, qu'est-ce qu'il en pense ? Oui, mais écoutez, moi je suis content parce qu'on a beaucoup parlé du travail rémunéré et cette fois-ci, la grève a touché aussi tout le travail non rémunéré, c'est-à-dire le travail à domicile, l'éducation des enfants, tout ce qui est tâches ménagères, etc. Et donc voilà, cette grève touchait aussi à toute cette charge mentale aussi qui était imposée aux femmes. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et puis plus largement, je suis content de voir que dans mon entourage, il y a de plus en plus de femmes qui affûtent leur discours, qui développent des arguments, et les hommes aussi adoptent des comportements moins sexistes, moins machistes. Donc je suis assez content de la tendance que ça prend, mais j'ai quand même une interrogation par rapport au milieu que ça touche. Et je me demande si jamais les milieux les plus précarisés, là où il y a moins d'éducation, etc., si jamais le message passe aussi dans ces milieux-là. Donc c'est peut-être une interrogation que... Très bonne question qu'on pourra peut-être voir avec nos invités. Mais Jean-Jacques, oui, je vais reprendre ma place. Vous allez reprendre votre place, parce que manque de préparation, mais on le fera pour de vrai une autre fois. Donc on propose que nos invités politiques nous rejoignent. Alors, à nos côtés, Kenza Yacoubi, députée bruxelloise PS, et Damien Thierry, député fédéral et maire, et je fais un link bec aussi. Et alors, vous avez entendu les premiers discours, et on va donner la parole, comme on est samedi, on n'est plus vendredi, on va donner la parole à Damien Thierry. Voilà. Damien Thierry, qu'est-ce que vous en pensez de cette grève des femmes, de cette journée des droits, de la lutte pour les droits des femmes? Est-ce que c'est juste un jour parmi d'autres pour vous, ou c'est un jour très important? C'est un jour très très important, il me semble. Je suis personnellement fervent défenseur des femmes et du droit des femmes dans leur ensemble. J'ai un certain nombre d'actions à mon actif, entre autres à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, où beaucoup de choses se font également. Quoi, par exemple? Donc je viens de faire voter une résolution dans le domaine de la discrimination de l'accès à l'emploi. Donc on sait très bien que dans certains emplois, certains employeurs disent clairement nous, si c'est une femme, ça ne nous intéresse pas. Je pense qu'il y a différentes manières, entre autres par rapport à la réalisation d'un CV adapté, pour pouvoir éviter ce type de discrimination. Et ce sont des discriminations évidemment extrêmement importantes. Maintenant, à côté de cela, vous m'avez posé une question fondamentale. Est-ce que la grève aujourd'hui a une raison d'être? Ça, pour moi, c'est un autre problème. Je pense que si les grèves avaient démontré un jour qu'elles
qu'elle permettait une avancée considérable et rapide, ça se saurait. Il y a énormément de grèves pour l'instant dans différents domaines, mais je ne vois pas spécialement d'avancée considérable ou de proposition surtout. Et donc, défendre l'intérêt et le droit des femmes d'être traitées de la même manière que les hommes, oui, avec un grand oui, mais par contre, la grève, je pense qu'elle est superflue. Alors un grand non pour la grève, et pour vous, un grand oui? Un grand oui, en effet, contrairement à mon collègue, je dirais que nombreuses grèves ont démontré les luttes que nous avons pu gagner à travers l'histoire et ce que les citoyens ont pu aller arracher pour leurs droits pendant plusieurs décennies, voire un héritage aujourd'hui grâce auquel nous avons accédé, nous avons pu avoir, en tout cas concernant les femmes, des droits, que ce soit le droit de vote. On a pu avoir grâce... Ça, c'était pas grâce à des grèves, finalement. Non, mais c'était grâce à des manifestations. Oui. Donc aujourd'hui, manifestation, grève... Oui, mais donc, oui, mais la grève... Oui, grève, non. Oui, oui. Mais donc la grève est un droit aujourd'hui. Et je pense justement qu'on est vraiment aussi dans quelque chose, dans une régression concernant cette question, et que c'est un droit reconnu et auquel les citoyens ont droit et qu'il faut absolument défendre. Donc moi, cette initiative qui a été lancée par des citoyens, j'y souscris et je les soutiens pleinement. Maintenant, au-delà du symbole et de l'expression qu'elle peut avoir, il faut une égalité de fait. Sylvie Losberg, je vous voyais fulminer quand Damien Thierry a trouvé que la grève n'était pas le bon moyen. On a quand même une histoire en Belgique qui est la première grève des femmes, c'est la grève des travailleuses de la FN Herstal, les fameuses femmes machines. Et cette grève a permis à ces femmes d'obtenir une augmentation salariale qui n'était pas l'égalité salariale, mais qui était une large augmentation. Et les hommes étaient solidaires des femmes. Ils disaient, c'est pas normal que les femmes qui font ce travail aux machines qui est plus dur que nous gagnent moins que nous. Donc je pense que faire grève, on peut avoir son avis sur les grèves, la répétition des grèves, mais dire que les grèves n'ont pas amené de nouveaux droits socio-économiques, ça je pense que c'est faux. Enfin, je ne pense pas, c'est faux. Oui, c'était pareil en Angleterre aussi. Les suffragettes, c'était ça, hein, c'était une grève des travailleuses et ils ont eu le droit de vote. Donc non, monsieur, c'est faux. Oh là, ça commence fort, Damien Thierry. Hein? Non, ça commence fort. Je pense qu'une manifestation a sa raison d'être, et on le voit, on en parlera dans le cadre du climat, par exemple. Une grève n'est pas toujours nécessaire que pour pouvoir faire avancer les choses. C'est ce que je dis. Je suis le premier défenseur du droit des femmes, et je l'exprime à qui veut bien l'entendre et à tous les niveaux de pouvoir, y compris à l'Europe. Mais il y a moyen de faire avancer les choses, et les choses évoluent considérablement en Belgique, entre autres, surtout si on compare ça à d'autres États membres, voire à d'autres pays extra-Europe. Les choses évoluent favorablement dans l'intérêt des femmes, mais il faut bien entendu reconnaître que cette différence aujourd'hui reste inacceptable. Je suis le premier à défendre cette approche-là. Quelle est la priorité, par exemple, de nouveaux droits à acquérir pour les femmes, ou de nouvelles égalités à acquérir? Quelle devrait être, par exemple, sur un programme fédéral en 2019, quelle pourrait être la première priorité? Je pense que l'équivalence de salaire est quelque chose qui pour moi est vraiment fondamental. Dans le privé? Oui, dans le privé. Mais donc, pour vous dire aussi qu'il y a eu des avancées, je sais que au niveau de la fonction publique, il y a maintenant plus de femmes que d'hommes qui sont employés. Moi, je trouve que c'est une excellente chose. Il ne doit pas spécialement y avoir un poste direction. Mais attendez, mais là, vous prêchez un convaincu. C'est exactement comme dans le cadre, par exemple, de l'armée, où on dit simplement au niveau des postes de direction, c'est plutôt des néerlandophones que des francophones. Ben oui, bien entendu. Et donc ça, il faut le rectifier aussi, je suis le premier pour le dire, et il va falloir faire des efforts considérables. Je pense qu'au niveau de plusieurs multinationales, dans un domaine que je connais très bien, le pharmaceutique, il y a d'énormes avancées dans le domaine, et on ne peut que s'en féliciter. Et vous, Kenza Yacoubi, quelle devrait être la priorité à mener pour le droit des femmes? Mais donc oui, l'emploi, mais l'accès à l'emploi, c'est aussi un équilibre vie privée, vie professionnelle. Et donc aujourd'hui, et justement dans l'initiative de cette journée de grève et portée par le collectif 8 mars, c'est de se dire les tâches domestiques et les tâches de la vie privée reviennent encore majoritairement aux femmes. Et donc on voit bien que pour pouvoir gérer une vie de famille et une vie professionnelle, c'est plus difficile pour des femmes. Et donc cet équilibre-là, nous devons pouvoir le retrouver aujourd'hui.
Priscilla Dadé. Ouais, moi, je rajouterais du coup le congé parental est hyper important. Ça pourra en fait faire effet boule de neige si les hommes sont forcés, comme ils le font en Suède, à prendre un congé parental, ou sinon personne n'a de congé paternité. Et on le voit très bien que du coup, on a moins de problèmes avec je peux pas engager une femme parce qu'elle va tomber enceinte, etc. Parce qu'on engage un homme, ce sera la même problématique, qui est que il faut s'occuper d'un enfant qui vient de naître, et cette tâche n'appartient pas à l'un des genres plus que l'autre. Damien Thierry ? Oui, peut-être encore un élément par rapport à ça, dont je soutiens évidemment tout à fait cet aspect-là des choses aussi. Je crois qu'il va falloir, parce que c'est un cas de plus en plus présent, il va falloir donner des avantages supplémentaires aux familles monoparentales. Familles monoparentales qui sont représentées pour leur grande majorité par des femmes avec des enfants pour lesquels le conjoint ou l'ex-conjoint ne paye pas les redevances alimentaires. Donc on sait bien qu'il y a le sécal qui a permis une avancée en la matière, mais je pense qu'on peut aller plus loin, on doit aller plus loin et on doit s'y attarder. Oui. Tout ça, ça fait un bon programme pour 2019, que dit la présidente du Conseil des femmes. Il faut une socialiste et un libéral. Oui, c'est vrai, mais je pense que le plan politique manque en Belgique. On a des revendications et qui sont du domaine socio-économique ou du domaine de l'éducation, mais avoir un ministère des droits des femmes de manière transversale et à tous les niveaux de pouvoir, ça permettrait d'avoir des politiques concertées, alors que maintenant on fait des droits des femmes dans différents domaines. Un peu comme un ministre de l'Environnement, aussi bien organisé. Ouais, ça je ne dirais pas, mais je pense qu'en France ça a beaucoup changé depuis qu'ils ont vraiment un ministère qui ne fait que ça. Parce qu'il y avait ça au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et du coup la ministre a disparu, il n'y a plus de ministère. Non, les compétences ont été transférées, mais on espère vraiment, et je pense que les engagements sont pris, si j'ai bien compris, pour qu'il y ait quand même... Mais ça devrait être fédéral, parce que la santé, par exemple, c'est fédéral, et donc bon, on peut pas... Est-ce que c'est une idée ? Est-ce que vous pourriez suivre cette idée, Kenza Yacoubi ? Oui, nous on le au niveau propose fédéral, clairement, dans notre programme, et je dirais même, aujourd'hui, les mesures prises par le gouvernement au niveau fédéral concernant les femmes et notamment les pensions, elles font l'objet de discrimination, et donc ça remet les femmes dans une situation de précarité plus importante que les hommes. Et donc, on peut avoir de beaux discours, mais dans les faits, aujourd'hui, les mesures prises à l'égard des femmes sont discriminatoire. Cette idée d'avoir un ministère au niveau fédéral de droits des femmes, ça vous agrée ou pas ? Non seulement ça m'agrée, mais tant qu'il reste des discriminations, je pense qu'il faut avancer. Donc oui, bien entendu. Par contre, j'entends parler des pensions. Il y a des avancées en la matière. Et donc ça, ce sont des faits. Les avancées, c'est sur une enveloppe de 900 millions. C'est 50 millions qui ont été réservés l'année dernière, entre autres, pour permettre aux salaires les plus bas de pouvoir, les pensionnés les plus bas d'avoir une pension supplémentaire. Et là-dedans, on a constaté qu'il y avait plus de 2 tiers de femmes qui en ont profité. Donc c'est un plus. Et donc, pour avoir des chiffres précis, c'est 76 000 personnes concernées pour 52 000 femmes qui ont pu jouir directement de ce montant supplémentaire. Ça, c'est important. Je l'ai juste un droit de réponse à Kenza Yacoubi. Et puis on passe à l'allocation complémentaire, donc pour les pensions les plus basses, diminue pour les femmes qui occupent déjà, donc au départ, ces femmes ont occupé des emplois plus précaires et donc avec des salaires moins importants, donc leur pension est moins importante. Et donc, comme l'allocation diminue, au final, elles sont plus discriminées concernant les pensions. C'est parfois un peu compliqué à rentrer dans ce genre de détails. Il s'agit d'une action du gouvernement actuel. Je vous donnerai les chiffres juste après l'émission. Parfait. On va passer aux manifs, puisque vous avez déjà dit un mot des manifestations tout à l'heure, Damien Thierry. Donc, il y en a eu près de 1000 à Bruxelles en 2018, un chiffre très important. Jeudi, les étudiants n'étaient pas à Bruxelles, ils étaient à Louvain-la-Neuve. Vendredi, par contre, c'était les femmes, avec leur marche habituelle pour le 8 mars. Alors, pour certains, c'est l'occasion de lancer carrément une formation à la manifestation. Alors, reportage de Marie-Noël Dinan et Thierry Duboquet. Les ingrédients d'une bonne manif, ce n'est pas seulement du monde et de bons slogans. Il faut aussi réussir à transmettre son message sans qu'il soit phagocyté par des groupes violents extérieurs au mouvement. Alors la SBL Résistance, observatoire belge de l'extrême droite, a eu l'idée d'organiser cette première journée de formation pour aider à mieux coordonner une manif dans les rues de Bruxelles.
La manifestation est un outil de communication, mais parfois on ne le fait pas si bien que ça. Bon, pour prendre un exemple, dans les cortèges des manifestants, il y a des calicots, les calicots servent à être lus, mais parfois le calicot, par rapport aux personnes qui sont juste devant, il y a pas même 50 cm de distance. Donc c'est impossible de les lire sur les trottoirs. Des conseils pratiques, mais aussi des témoignages d'historiens et de représentants syndicaux. Michel est venu spécialement de Paris. L'intitulé de la petite séquence que je vais vous proposer, c'est donc l'expérience et le savoir-faire français en matière de manifestation. Dans la salle des militants de tous horizons, mais aussi cet étudiant d'origine syrienne qui ne peut s'empêcher de comparer avec son pays d'origine. Organiser sous le regard du régime une telle manifestation par rapport à n'importe quel sujet et sortir comme ça dans la rue, sous la protection, on va dire, sous la protection de la police, etc. Donc c'est autre chose quoi, pour moi. D'autres participants cherchent tout simplement des idées. Comment faire lever différents milieux précaires à se mobiliser pour être visible dans l'espace public? C'est une vraie question que j'ai aujourd'hui et que j'espère va être éclairée. Et aucun détail n'est à négliger selon Résistance, de la demande d'autorisation aux autorités compétentes jusqu'au dress code du parfait manifestant. Alors Kenza Yacoubi, est-ce que c'est une bonne idée comme ça d'aider les gens à construire leur manifestation, une espèce de do-it-yourself? Écoutez, moi, tout ce qui est accès à la pédagogie, à la formation, je soutiens à 100%. Donc pourquoi pas, c'est une belle initiative. Maintenant, je pense que quand les gens ont déjà l'idée d'aller manifester, c'est qu'ils sont déjà sensibilisés. Maintenant, ici, il parle concrètement de vouloir justement sensibiliser des gens qui, eux, n'iraient pas manifester. Donc là, on est dans une conscientisation citoyenne que je trouve très intéressante. Et aussi à connaître peut-être les règles, à savoir comment demander une autorisation, etc. Pour les gens qui veulent, organiser eux-mêmes, tout à fait, la question de la sécurité, comment pouvoir soi-même organiser une manifestation. Ça participe de la démocratie participative. Alors, Damien Théry, 1000 manifestations par an à Bruxelles, c'est quand même impressionnant. Oui, j'aurais voulu qu'on... C'est évidemment impressionnant. On aurait pu faire la comparaison peut-être avec la législature précédente. Est-ce qu'il y a eu, entre 2010 et 2014, 1000 manifestations? Mais on sait que la législature précédente, le Parti socialiste était au pouvoir. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre certains partis au pouvoir et le nombre de manifestations? Je pense sincèrement que oui. Maintenant, par rapport à la formation pour les manifestants, moi, je pense qu'il faut surtout expliquer aux manifestants la raison pour laquelle une manifestation a lieu. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont manifester sans savoir exactement ni pourquoi, ni quelles revendications ils doivent avoir. Donc, ça pour moi, vous parlez des manifestations du jeudi, par exemple? Non, pas spécialement. Je parle de manifestations en règle générale. Donc, je crois qu'il y a derrière tout ça souvent une manipulation dite politique. Quand on voit les groupements qui sont à la base de la création de ces manifestations, on se pose parfois des questions, mais je ne veux absolument pas faire de référence aux manifestations du jeudi, manifestations pour le climat qui ont leur raison d'être, mais je demande aussi à chacun des manifestants dont je fais partie, donc pas comme étudiant, mais j'ai été manifester, moi, le dimanche, en faveur d'une politique adaptée pour le climat, mais je veux être certain que tous les manifestants qui y vont sachent non seulement pourquoi ils y vont, mais aussi et un certain nombre de recommandations à faire pour faire avancer les choses dans la mesure du possible. On va faire réagir notre jeune expert, Samuel Dertog, là-dessus. Je trouve que c'est important de préciser que j'ai lu dans le journal que 80% des manifestations à Bruxelles sur les 1000 sont des manifestations qui ne concernent pas la Belgique. Comme la Bruxelles est le siège de pas mal d'organisations internationales, l'Union européenne et des médias internationaux, il y a beaucoup de manifestations qui ne concernent pas du tout la Belgique. Et il y en a à peu près 3 par jour. On les voit à Place de Luxembourg ou sur le rond-point Schuman. Mais ce ne sont pas toutes... Ce sont des petites manifestations. C'est ça. Mais sinon, sur l'aspect, est-ce qu'on sait pourquoi... Vous avez eu l'occasion de manifester? Oui, 2 fois. Je suis allé à 2 marches pour le climat. Oui, et vous avez l'impression que vous saviez pourquoi vous manifestiez? Absolument, oui. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être manipulé par des associations? Non, absolument pas. Non. Priscilla Dadé. Oui, je trouve ça très dur de dire que les gens ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils vont aux manifestations. Je pense, en tout cas, que j'aimerais vérifier que tout le monde sache vraiment. Je pense que quand quelqu'un se lève et décide d'aller manifester, peut-être prendre une journée de congé, qu'il pleut, faut pas obliger, on est en Belgique, il fait pas tout le temps beau. Je pense qu'ils se sont renseignés un petit peu avant et qu'ils savent pourquoi est-ce qu'ils le font. Moi, par contre, je suis
très très contente de tous ces nombres de manifestations qu'il y a en Belgique, et j'ai vécu longtemps à Paris et il y en avait tout le temps, et j'avoue qu'au début j'étais un peu ces Parisiens ils vont toujours se plaindre, mais en fait non, c'est génial parce que ça veut dire que on sait qu'on a ce droit et qu'on peut aller le faire et qu'on peut aller revendiquer des choses, d'autant plus si c'est 80% qui sont pas par rapport à la Belgique, c'est-à-dire qu'en plus on trouve que Bruxelles est une belle plateforme où les gens écoutent, où on peut venir à l'international dire quelque chose et que ça sera entendu. Et donc, moi, je suis hyper fière de ma ville par rapport à ça. Kenza Yacoubi ? Mais oui, moi, je dirais que je trouve quand même que c'est un peu méprisant de penser que les citoyens sont manipulés, qu'ils ne manifestent pas sans être manipulés par quelque parti politique que ce soit. Et au contraire, moi, je dirais qu'au-delà de venir justement toujours se plaindre, moi, aujourd'hui, en tant que députée, je pense que beaucoup de femmes et d'hommes politiques sont dans le cas, on écoute ces revendications citoyennes, et heureusement, et donc au contraire, c'est vraiment une richesse, je trouve, dans la démocratie, et en plus, comme vous le dites si bien, Bruxelles, capitale de l'Europe, et donc pouvoir avoir dans cette ville cosmopolite et internationale toutes des manifestations pour différents sujets, je trouve ça d'une richesse incroyable. Yves Kengen. Oui, je voudrais abonder dans le sens de Priscilla pour dire qu'effectivement, Bruxelles, qui est une multicapitale, qui est la capitale de l'Europe, de la Belgique, de la Flandre, capitale du lobbying, capitale de l'espionnage, elle cristallise évidemment des tas de manifestations et que c'est un fabuleux laboratoire de la démocratie participative et que je trouve que c'est un plus pour, au-delà des embêtements pratiques que ça procure aux Bruxellois, je trouve que c'est un vrai motif de fierté. C'est un facteur de croissance, d'après vous. Je n'irai pas jusque-là, ça dépend ce qu'on entend par croissance. Si c'est pour la croissance économique, je ne sais pas. Mais pour la croissance de la prise de conscience et de la démarche de participation citoyenne, certainement, oui. Et vous, Sylvie Kenny? Oui, et je trouve aussi que peut-être ce serait intéressant de faire une comparaison comme ça a été proposé, mais sur un plus long terme. Parce qu'on s'est plaint du fait que les personnes, finalement, se désintéressaient, étaient dans une forme d'individualisme. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Et je pense que ce serait vraiment une tendance que, au contraire, il y a vraiment une reprise de l'espace public. On s'exprime dans l'espace. C'est quand même l'espace public, la rue. Hein. Moi, ça appartient à tout le monde, même s'il faut cadrer. Et que cette notion-là d'être ensemble, solidaire, pour revendiquer, pas seulement pour soi, mais pour la société dans son ensemble, je pense aussi que c'est plutôt une bonne chose. Et ce serait vraiment intéressant de faire cette comparaison. Grâce à Damien Thierry, s'il y a tant de gens on va le faire. qui oui, oui. ont envie de montrer leur liberté d'expression, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors on va passer à nos têtes d'affiche à présent. Vous savez, je vous propose à tous les deux une galerie de portraits de personnalités qui ont marqué la semaine. À vous de choisir un ou une qui vous inspire, en bien ou en mal. Et on va commencer par vous, Damien Thierry. Je vous propose d'abord évidemment un néerlandophone, Zwanger Guy, le rappeur bruxellois flamand qui monte, on l'appelle le nouvel Arnaud. Sophie François, ex-Echefiner-Merduc, le passé sur la liste de Stex, le candidat président à l'infini Abdelaziz Bouteflika et le bourreau du PSG Romelu Lukaku qui a marqué 2 fois mercredi soir pour Manchester et qui reste diable rouge lui. Alors, Zwanger Guy, Sophie François, Abdelaziz Bouteflika ou Romelu Lukaku? Mais le panel que vous me donnez est très intéressant. J'aurais voulu parler des 4 phénomènes, si on peut les appeler comme ça. Choisir Romelu Lukaku, parce que il y a quand même quelque chose qui est exceptionnel. Là où le PSG se croyait tout puissant, on se rend compte qu'en définitive, il reste encore une part de travail. De travail intensif dans le milieu du football, et je crois que ce sont les athlètes eux-mêmes qui font la différence, mais je vais faire référence aussi à tous les athlètes de haut niveau qui donnent dans tous les sports le meilleur d'eux-mêmes pour arriver à parfois des consécrations. Je pense qu'ici, dans le cadre de Lukaku, c'était une consécration par rapport au PSG. Mais est-ce qu'il a vengé les Diables Rouges? Oh, ça je ne pense pas il ne faut pas avoir jusque-là. Je pense qu'il n'a pas abordé le match, enfin son match de Coupe d'Europe par rapport à une éventuelle vengeance. Non, je ne crois pas non plus. Tiens, quand même, l'équipe de Manchester United pour laquelle il joue s'appelle les Red Devils. Oui, c'est vrai que c'est pas loin. C'est vrai. Donc, Kenza Yacoubi, si vous deviez choisir parmi les 4 de Damien Thierry, vous aurez les vôtres aussi. Hein, vous auriez choisi la même chose? Je n'aurais pas risqué parce qu'autour de moi, il y a des anti et des pro-PSG. Oui, donc, en bonne politique, en bonne femme politique, j'aurais pas pris cela. Mais par contre, j'aurais pris la situation en Algérie et Bouteflika parce que je trouve... Ça vous inquiète?
Ou bien là, il y a des manifestations. Oui, hein, voilà, c'est pour ça que je dis, comment il s'accroche au pouvoir, c'est inquiétant, mais en même temps, ce qui donne beaucoup d'espoir, c'est toutes les manifestations et tout le soulèvement populaire qui se passe en Algérie, toute cette jeunesse qui dit aujourd'hui, stop, on veut autre chose. Et donc ça, c'est vraiment encouragé. Alors je vais vous en proposer 4 autres, néanmoins. À vous, Kenza Yacoubi. D'abord, Cynthia Bolingo, la bruxelloise, médaille d'argent aux 400 mètres au championnat d'Europe. Luc Perry, le célèbre Dylan de Beverly Hills, décédé à 52 ans. Abou Jaja, l'extrême gauchiste tendance Iran qui annonce une liste à Bruxelles pour attaquer la NVA. Ou encore le bruxellois Eric Witouk, le belge le plus riche selon Forbes. Alors qui choisissez-vous? Cynthia, Luc, Abou ou Eric? Écoutez, je vais choisir ce que mon cœur me dit, c'est-à-dire que je vais prendre Beverly Hills. Donc et Luc Perry. Luc Perry. Parce que ça a été, comme beaucoup, mon adolescence. Donc moi, je suis née en 77. Non seulement l'année où les Nations Unies ont déclaré la journée internationale des droits des femmes, mais aussi vécu toutes les années 90 autour de cette série. On appelle aujourd'hui série, à l'époque c'était feuilleton. Oui. Et donc j'ai été fan de Beverly Hills, et de Dylan et un peu Brandon, mais bon, comme tous les jeunes filles. Dylan c'est le bad boy. Voilà. Pas choisir à ce moment-là. Bon, le cœur balancé entre les deux. Bon, moi je croyais que c'était Luc Ferry qui était Et donc, mais pas Brian Ferry en tout cas. Et vous, Damien Terry, si vous aviez dû faire un choix sur les 4... le choix serait resté au niveau sportif. J'ai bien dit que pour moi, la performance de ces athlètes de haut niveau est tellement exceptionnelle qu'elles ne sont pas suffisamment mises en avant par rapport à tous les sacrifices qu'elles doivent faire, qu'ils doivent faire. Et donc, coup de cœur, vraiment. Alors, je vais vous présenter à tous les deux 5 infos de la semaine. Vous allez me dire si ça vous énerve ou si ça vous ravit, ces infos. La première, c'est le retour de la rougeole. Et donc tous les problèmes de vaccination, le char antisémite du carnaval d'Alost, qui a fait couler beaucoup d'encre, les tornados champions d'Europe, mais pas en francophonie, parce que là il y a des problèmes entre les Bordelais et la Ligue d'athlétisme, le doublement chez 60% des élèves du secondaire, sont les derniers chiffres connus, et pas de journal L'Avenir pendant 2 jours suite à un lockout. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Je vais commencer par vous, Kenza Yacoubi. Quelle est là-dedans une information qui vous ravit ou qui vous a énervé? Qui me ravit? Il n'y a rien. Rien. Qu'est-ce qui vous énerve le plus alors là-dedans? Le char antisémite du carnaval d'Alost. C'était scandaleux et dans le contexte actuel, oser aller jusque-là alors qu'on sait bien qu'on est dans un moment assez délicat et que la montée de l'antisémitisme est une réalité et ça m'a mis très en colère. Et quand le bourgmestre d'Alost, l'NVA Christophe Dazeler et les organisateurs du char disent « Oui, mais enfin, Denis Crochu, c'est pas antisémite ». Mais cette banalisation, elle est juste difficile à entendre et c'est vraiment un danger. Des responsables politiques qui osent dire ça, pour moi, on a franchi une ligne rouge. On est censé pouvoir incarner une parole fédératrice et pouvoir, en tout cas, garantir un vivre ensemble et une cohésion sociale. Et par des propos comme ça, on en est loin. Et vous, Damien Terry, sur ces 5 phrases? Alors, bien, je ne vous étonnerai pas si je vous dis les tornados, la performance me réjouit, bien entendu. Là, vous êtes sport à 100%. Oui, je suis sport à 100%, mais les gens qui me connaissent bien le savent, et donc voilà. Alors, et pourtant, j'ai pas mis de hockey. Hein. Non, vous n'avez pas mis de hockey, en effet. Mais on connaît leur performance par ailleurs. On pourra rediscuter un jour de l'affaire Borlée. Je crois que le père Borlée a manifestement voulu taper dans la fourmilière. On verra ce qu'il en sort. J'espère que tout sera au bénéfice du sport et de l'athlétisme en général, tant du côté francophone que néerlandophone. Maintenant, ce qui m'ennuie vraiment dans les 5 points que vous avez mis ici, que nous avez mis sous les yeux, moi, c'est le redoublement. Le redoublement à l'école, 60% de redoublement. Et si j'ai bien compris, certains professeurs d'une certaine notoriété disent ce redoublement ne sert à rien. Et donc c'est un échec à tout point de vue et c'est également quelque chose qui coûte à la société. Donc moi je ne m'inscris pas tout à fait dans cette approche-là parce que je pense que s'il y a un redoublement, c'est que manifestement l'élève n'a pas
atteint ou n'a pas satisfait à une certaine norme. Est-ce qu'on doit revoir les normes? Ça, c'est une bonne question qu'il faudra se poser. Mais à côté de ça... Est-ce qu'on ne doit pas aider l'élève pour qu'il ne double pas, justement? Alors, donc, la question vient de là. Moi, je pense que pour être quand même très très proche du milieu des enseignants, pour voir ce qui se passe pour l'instant et surtout les adaptations qu'on fait, indépendamment de l'enseignement dit ordinaire, mais il y a l'enseignement qui est différent, qui est en fait spécialisé, l'enseignement spécialisé ou la technique de transition, c'est le mot que je recherchais maintenant. On sait que grâce à ce type d'enseignement, on parvient à sauver des élèves qui, dans le traditionnel, ne parvenaient pas à atteindre le niveau qu'on leur demandait. Je crois que là, il y a des écoles qui font des efforts exceptionnels, et quand je dis exceptionnels, qui sauvent réellement des enfants d'une situation sans pouvoir évoluer d'un point de vue éducatif. Et donc, c'est là où je pense qu'on doit bien réfléchir à supprimer le redoublement, alors que pour moi, il a une raison valable d'être. On ne va pas ouvrir ce dossier-là, mais vous êtes quand même débrouillé pour parler de 2 sujets, alors que je vous donnais qu'une seule phrase. Et donc, à cause de ça, je vais vous poser une question supplémentaire. Parce que, est-ce que c'est vrai que vous êtes allé rapporter à la ministre Lisbeth Homans les procédures mises en place par votre ex-collègue Yves Guéquière à Linkebeek? Parce qu'on en a beaucoup parlé il y a 15 jours, mais moi, je ne vous ai pas entendu répondre là. Donc, personnellement, je ne suis pas intervenu dans cette initiative. Je sais très bien que le président de Défi a essayé de me faire porter le chapeau, mais donc je n'en suis pas responsable, au moins les choses sont claires. Mais cette initiative existait, c'était des gens de votre liste? Cette initiative a été réalisée par un certain nombre de citoyens qui ont reçu effectivement un courrier dans leur boîte aux lettres qui faisait ou qui était équivalent d'une sorte de publicité préélectorale dans le chef de la personne concernée, M. Guéquière. Donc, mais ce n'est pas vous, c'est ça? Non, absolument. Parfait. Alors, vous savez que les gens de Transparencia, ils nous glissent souvent des questions pour les invités. Alors, j'en ai une pour vous, Kenza Yacoubi. Après le SAMU social, le chef de groupe socialiste au Parlement bruxellois avait signé au Parlement, devant les caméras, un engagement solennel pour la transparence des documents publics, et notamment de donner des pouvoirs contraignants avec sanctions à la CADA, qui s'occupe c'est la commission d'accès aux documents. Et tout ça devait se faire avant la fin de l'année 2017. Or, le texte est toujours au greffe du Parlement bruxellois. Il y a déjà eu 7 signatures de députés, ça ne suffit pas. Est-ce que vous allez signer ce texte au greffe? Oui, je vais le signer. Donc lundi, vous y allez, c'est ça déjà? Eh bien, merci, c'est intéressant de le savoir. Et vous, j'ai une question pour vous aussi, Damien Théry, soufflé par Transparencia, qui apparemment a la main très longue, et je ne sais pas si elle est heureuse, ils ont eu accès au dossier judiciaire parisien du Casagate, et ils disent que dans ce dossier, on parle de 25 enveloppes de 200 000 € qui auraient été distribuées par Patok Chodiev aux politiques qui l'auraient aidé à être amnistiés, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous êtes au courant de ces enveloppes distribuées? J'ai cru que vous alliez me poser la question de savoir si j'en étais le bénéficiaire. Ah non, parce que ça c'est pas dans le dossier en tout cas. Mais ça peut être un scoop si vous nous le dites. Écoutez, donc, ça peut être un scoop. Honnêtement, je n'en sais rien. Moi, vous n'en avez jamais entendu parler? Non seulement j'en ai jamais entendu parler, mais par contre, pour avoir fait partie de cette commission d'enquête Casagate, j'ai été surpris de voir le nombre de fausses informations dans un sens et dans l'autre par ailleurs qui ont circulé. Donc où se trouve la vérité? Pour moi, ça restera un grand point d'interrogation. Mais ceux-là même qui ont voulu incriminer un certain nombre de personnes, vraiment en allant très loin dans les incriminations ad nominem, ont pu constater que ce n'était pas le cas. Je pense simplement, entre autres, aux attaques qui ont fait dont a fait l'objet Didier Reynders. Tout a été démonté de A à Z. Passons à notre sujet suivant. On va parler de cette fameuse taxe aérienne, de savoir qu'est-ce qui est le plus polluant, le train ou l'avion. Ça, on sait, c'est certainement l'avion. Et en tout cas, en Belgique, tout le monde a l'air d'accord pour dire qu'il faut maintenant une taxe aérienne. On le demande même aux autres pays européens. Les explications avec le député fédéral écolo Gilles Van den Buren. Pour aller au sud de la France, de Bruxelles, ça va me coûter aux alentours de 50 € pour aller en avion et ça va me coûter probablement plus de 250 € pour aller en train. Je pense qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, à l'heure où on a tous conscience, et on le voit dans la rue toutes les semaines, de l'urgence climatique, de l'urgence de réagir par rapport au climat, ça n'a pas de sens de payer 4 à 5 fois plus un train qu'un avion. Donc oui, il faut pouvoir à un moment donné se dire, eh bien, encourageons le train. Donc pour moi aussi, le prix du train doit diminuer, les fréquences doivent augmenter, le nombre de trains, de lignes doit augmenter. Le prix de l'avion, mais effectivement, à un moment donné, il faut aussi pouvoir... Il n'y a pas de raison qu'il y ait davantage à prendre l'avion, qu'il soit, je dirais, avec des avantages par rapport à d'autres moyens de transport qui sont en plus
meilleur pour l'environnement, comme le train ou le transport public. Donc oui, il faut avoir une réflexion par rapport à cela. Et il n'y a pas de raison d'un moment donné ne pas mettre des taxes en place au niveau du kérosène des avions, mais il faut le faire effectivement au niveau européen. Alors Yves Kenguet, des taxes sur le kérosène. Oui, il est évident que le kérosène doit être taxé au même titre que tous les autres carburants. Et il ne faut surtout pas oublier non plus le fioul lourd brûlé par les navires, qui constitue une quantité absolument astronomique de carburant parmi les plus sales et qui n'est pas taxé non plus. L'erreur, ce serait de faire porter la charge de cette taxation sur le prix du billet payé par le voyageur. Cette taxe doit être supportée par les transporteurs eux-mêmes. Alors, c'est clair qu'ils vont le répercuter sur le prix du billet, mais en termes de communication, et on sait bien que la politique, c'est aussi de la communication, ce serait une erreur de dire aux voyageurs, on va vous taxer vos voyages aériens, il faut taxer le kérosène, normalement, comme n'importe quel carburant, avec des accises. Donc pas de taxe sur le billet d'avion, mais plutôt une taxe sur le kérosène. Oui. Et par ailleurs, parallèlement à ça, il est évidemment essentiel de développer le transport par rail. Le problème, c'est que pour développer le transport par rail et faire en sorte qu'il y ait une offre suffisante, notamment en termes de trains de nuit, il faudra faire appel à des sociétés privées. Et celles-là, évidemment, ne vont peut-être pas proposer des prix particulièrement attrayants. Il faut ajouter que si les compagnies d'avions low cost peuvent faire le type de prix qu'elles font, c'est parce qu'ils se rattrapent sur des tas de contrats annexes, notamment des contrats publicitaires, des contrats passés avec les aéroports, qui eux-mêmes sont subventionnés par des collectivités locales, et que donc il y a là une distorsion de concurrence très claire au niveau donc des avantages perçus par les compagnies low cost. Samuel Dertaux. Oui, moi je pense que c'est clair qu'il faut vraiment changer la façon aussi dont on voyage. Quand on voit qu'il y a beaucoup de gens qui partent en petit city trip à l'autre bout de l'Europe pour 50 €, c'est pas normal, surtout à Bruxelles où on a des lignes de train très rapides vers des chouettes destinations comme Londres, Paris ou Amsterdam. Et donc voilà, je trouve il y a vraiment quelque chose. Il faut changer notre comportement. Il faut changer la façon de se déplacer. Et puis, j'aime plutôt bien la proposition aux Pays-Bas d'interdire carrément certaines liaisons entre des villes qui sont extrêmement bien connectées par rail. Oui. Donc vous arrêtez de connecter par avion, par exemple Bruxelles et Londres ou Bruxelles et Amsterdam. Et éviter aussi les itinéraires qui vous font passer d'abord par une capitale, genre Dubaï pour Emirates, etc. Oui. Ça consomme beaucoup plus. Ça consomme plus. Il y a d'ailleurs un tableau qui est paru dans le Nieuwsblad cette semaine, qui était fort bien fait, je propose de le montrer, où on voyait effectivement à la fois la comparaison entre les coûts, la comparaison entre aussi le CO2 consommé, et la comparaison également entre les durées de temps. Parce qu'évidemment, pour un mini-trip à Londres ou Amsterdam, ça va, mais pour aller jusque Prague, par exemple, là, c'est 10 fois plus de temps en train qu'en avion. Donc il y a des choses qui sont parfois un peu difficiles. Damien Thierry. Oui, donc moi je n'ai pas attendu d'avoir l'article du Nieuwsblad, c'est bien dans le Nieuwsblad en question. J'avais fait une enquête moi-même par rapport à toutes les informations qu'on a d'ailleurs sur le net. Donc c'est le calcul en kilos de CO2 par utilisateur, que ce soit pour l'avion, que ce soit pour la voiture ou pour le train. Bon, il est évident que d'un point de vue climatique, c'est bien le train qui reste le transport en commun le plus intéressant, en tout cas pour les longues distances. Là où je rejoins l'idée qui a été soumise au niveau hollandais, c'est qu'en fait, il faut faire une étude sur les trajets à courte distance. Et on constate que ce sont celles-là les plus polluantes, puisque, semblerait-il, les avions consomment beaucoup plus au décollage et à l'atterrissage. Donc là, il y a vraiment... Il faut éviter les petits vols. Voilà. Bon, par contre, là où je rejoins tous les intervenants, c'est au niveau du train, le coût. Donc si on veut remplacer ces voyages avion courte distance par le train, il va falloir diminuer le coût du train. Et donc là, il y a vraiment un travail de recherche et de mise à niveau qui doit être réalisé. Kenza Yacoubi, est-ce qu'on n'a pas quand même démocratisé le voyage pour plein de gens qui ne partaient pas en voyage grâce à ces vols low cost en avion? Est-ce que là, est-ce qu'on risque pas de perdre quelque chose aussi? Oui, toute la question est de trouver vraiment de mettre en place une politique écologique juste et qui ne puisse pas incomber à la classe moyenne ou aux bas revenus. Alors, je pense que l'essentiel doit se passer au niveau européen.
Et il y a même certaines matières qu'il faut refédéraliser, parce qu'on ne peut pas régler cette question simplement au niveau local ou régional. Et donc ici, concernant la taxe sur le kérosène, nous, on n'y est pas, on n'est pas complètement contre, mais je pense qu'il faut évaluer aujourd'hui vraiment les mesures prises au niveau des énergies fossiles, et qu'il faut surtout pouvoir se dire qu'on ne doit pas pouvoir... La taxe est quand même un des impôts les plus injustes. Et donc, il faut pouvoir réfléchir. Oui, mais peut-être parce que tout le monde prend l'avion, mais tout le monde, c'est ce qu'on disait, la démocratisation du voyage fait qu'aujourd'hui... Donc voilà, il y a pas. Je pense que c'est pas si simple parce que comme j'ai pas eu le temps de développer, et je veux pas non plus prendre beaucoup de temps de développer ça. Mais si des compagnies comme Air ou d'autres proposent des vols à 20 €, c'est parce qu'ils se rattrapent par ailleurs sur des contrats qui sont financés par les collectivités locales, et que donc pour que monsieur et madame Dupont puissent voyager pour 20 € pour aller faire un city trip, eh bien ce sont les collectivités locales, c'est-à-dire tous les autres citoyens qui payent la différence. Non, c'est pas une redistribution, ça veut dire qu'on fait payer ces avantages par la collectivité. Mais donc ça veut dire qu'il faut, donc la collectivité n'est pas homogène, donc au sein de la collectivité, il y a la classe moyenne, des gens qui ont des revenus moyens, des salaires moyens, des bas revenus et des hauts revenus. Donc je pense qu'il faut réfléchir, et on le voit aujourd'hui avec cette transition écologique, le vrai et le premier enjeu, c'est de faire une transition écologique juste et sociale. Oui, donc aujourd'hui, l'urgence climatique, c'est devenu une matière dont plus personne ne peut ne pas s'en charger, c'est ça que je veux dire. Et donc l'approche, l'enjeu va être quelle approche nous allons prendre. Et nous, au Parti socialiste, on tient quand même à ce que ça soit une approche égalitaire et sociale. Et donc on ne peut pas venir avec une écologie punitive à tout va pour se dire on va régler ça rapidement. On voit ce qui s'est passé en France avec le diesel et les gilets jaunes. Donc je pense que on est tous d'accord. Et en effet, au niveau aérien, je lisais encore, on disait que si les avions et tout ce qu'on prenait au niveau donc aérien étaient considérés comme un pays, ce serait un des 10 pays les plus polluants. Donc, en effet, c'est un vrai problème, c'est une priorité à prendre en charge, mais je pense à réfléchir et pas sortir toutes les taxes à chaque fois. Un dernier petit mot, Priscilla Haddadé. Oui, pour moi, cette problématique, c'est comme les habits qui sont fabriqués pas cher, dans des mauvaises conditions, etc. C'est vraiment un moment, je trouve que quand un billet d'avion coûte 20 €, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense, évidemment, il faut qu'on pense socialement et ne pas punir ceux qui ont le moins de moyens. Mais c'est aussi une habitude qu'on a commencé à prendre, à consommer les voyages comme on consomme la nourriture de tous les jours, et c'est aussi de se souvenir que d'aller quelque part, ça prend du temps, ça prend des moyens, et du coup, est-ce qu'on peut pas trouver un juste milieu, de dire qu'à partir de tant de kilométrage, par contre là, ce sera du train, on n'offre plus d'avions, et ça n'empêche pas que les gens puissent voyager et y aller, parce que c'est pas si loin en fait, et par contre à longue distance, voilà. Mais je suis d'accord, il faut à côté de ça, je pense qu'il faut un changement de mentalité global sur la question de la consommation. On est vraiment dans un changement civilisationnel, et donc je pense mais en attendant de pouvoir offrir vraiment des formations, de la pédagogie autour de toutes ces questions-là, au niveau politique, nous devons prendre des mesures et essayer de prendre des mesures les plus justes. Un mot rapide. Oui, très rapidement. Moi, je ferais quand même une grande différence entre ce qu'on appelle la politique écologique et la politique énergétique. Donc, il y a une différence importante. La deuxième chose, c'est quand on parle de taxe sur le kérosène, puisque c'était l'objet de la question, mais ça doit évidemment, s'il y a une taxe sur le kérosène, elle doit être réalisée au niveau européen, et on doit surtout s'assurer que cette taxe va pouvoir servir à améliorer toute la politique climatique cette fois-ci, c'est-à-dire en réinjectant cet argent dans une transition énergétique que nous attendons tous. Très bien, je crois que là, comme ça, on a conclu notre dossier. Je voudrais qu'on parle encore d'un dernier chapitre, même s'il ne nous reste pas énormément de temps, mais c'est le procès des mouches, le procès du musée juif. Donc le procès s'est terminé, en tout cas, sur la culpabilité des accusés. Pour les peines, on en saura plus la semaine prochaine, mais il n'y a plus tellement de suspense. Alors c'était un procès qui était à la fois peut-être historique et hystérique, Sylvie Losberg. Oui, alors je ne sais pas si le mot hystérique est le mot adéquat, parce que j'en parlais surtout pour la défense. Oui, mais justement, en fait, cette défense, d'une part, elle a été très largement absente des débats. Donc, quand elle a pris la parole, c'était de manière très parcellaire. Il y avait des journées où il y avait juste l'assistante qui était là. Et on a vu des avocats des victimes et une magistrature d'une grande dignité face
à je dirais, une instrumentalisation du prétoire. Non pas pour défendre leurs clients, bon, ils ont commis ce qu'ils ont commis, ils ont été condamnés, mais pour relayer finalement les thèses de ces clients, des thèses complotistes, et pour déverser une haine. Moi, vraiment, je peux vous dire que pour les avocats des victimes, pour les victimes et pour la magistrature, c'est une torture que d'être pendant des semaines confronté à de tels discours. Et je me demande s'il n'y a pas des règles de déontologie qui permettent de faire échec à ça. Parce que ça pose quand même question. Nous payons tous collectivement le prix de ce procès. Et si c'est pour entendre ça avec un résultat que nous verrons au niveau des peines, mais qui démontre quand même que finalement le procès, c'est le procès de l'antisémitisme, de l'antidémocratie, le procès d'une violence sans borne. Franchement, je pense qu'il y a un moment où on pouvait être dégoûté de ce qu'on entendait dans ce prétoire. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose à faire par rapport à ça. Alors, Damien Thierry, même si le politique ne peut pas discuter, commenter une décision de justice, je crois qu'effectivement, le fait de dire, tiens, ce débat était quand même une première, c'était un grand procès d'assises, on avait dit que les assises, on n'en voulait plus beaucoup. Est-ce que le jeu en valait la chandelle? Écoutez, je ne vais pas répéter ce que Mme Losberg a dit, mais je suis tout à fait d'accord avec son approche. Moi, je pars du principe, et vous l'avez dit, un politique ne peut pas se permettre de commenter une décision de justice, mais en attendant, justice, il y a eu, ou en tout cas, le procès a eu lieu. Je crois que pour les familles des victimes et toute la population juive, c'est une avancée quelque part. Il fallait qu'il y ait une clarté qui soit réalisée sur le sujet. Quant à la manière dont les avocats de la défense s'y ont pris, je ne veux pas commenter, mais c'est vrai que parfois, il y avait lieu de se poser un certain nombre de questions en se demandant si on comprenait toujours la même chose, si on vivait toujours dans le même monde. Hein. Donc, moi, j'ai été très, très surpris par les méthodes de défense, mais je ne veux pas les commenter. Ce qui est certain, c'est que je pense qu'on a eu droit à un débat serein et que dans le cadre de ce débat, il y a une décision quant au souci, enfin, en tout cas, à ce qui va en devenir par rapport à la peine qui sera encourue par les deux personnes en question. Ça restera un point d'interrogation, mais aujourd'hui, en tout cas, on peut dire que justice est quelque part faite. Votre réflexion là-dessus, Kenza Yacoubi? Écoutez, je rejoins aussi ce qu'a dit Mme Losberg, mais je rajouterais plus globalement, au-delà de ce qui est sorti de ce procès et qui m'inquiète, c'est vraiment cette propagation des thèses complotistes qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux et sur lesquels donc on n'a pas d'emprise. Moi, je me questionne beaucoup en tant que femme politique. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? La première fois d'ailleurs que j'étais invitée chez vous, j'avais déjà parlé des fake news. Ça fait déjà 1 an et demi. Et donc aujourd'hui, il suffit d'aller vous balader sur les réseaux sociaux pour que vous voyez un petit peu ce qui est dilué, distillé. Et je pense que vraiment, c'est très, très dangereux et qu'il faut pouvoir trouver des réponses à cela. Le mot de la fin sur ce sujet-là, oui, sur ce sujet-là, mais dans le droit fil de ce que vient de dire Kenza, cet arrêt constitue un précédent qui me paraît indispensable, notamment parce qu'il montre par la défaite de la défense des accusés qu'on peut faire échec, et ça démontre la vacuité des amalgames, l'échec de l'invective, de l'insulte, de l'outrance, et donc je trouve que cet arrêt est un coup d'arrêt à la banalisation du racisme et de la vulgarité. Et donc bravo au tribunal. Très bien, ça c'est une bonne fin de chapitre. On passe à présent à nos coups de cœur. Et on commence avec vous, Priscilla Haddadé. Alors, que nous proposez-vous comme coup de cœur? Je vous propose une lecture spectacle des Midis de la Poésie qui parle de plaisir féminin. Ça s'appelle « Mon corps est chaud, la nuit est fraîche » et ce sera interprété. Voilà, sera interprété par Stéphane Bissot, Isabelle Véry et Priscilla Haddadé. Ah, voilà, donc c'est un coup de promo. Donc voilà, donc on se retrouve au Midi de la Poésie. On a des textes inédits de Myriam Leroy, Adeline Dieudonné, Isabelle Véry, Stéphane Bissot, Joël Sambi, Véronica Mabardi et voilà. Est-ce que j'en ai oublié une?
Non, oui, Émilie Renoir, voilà. Ouais. Et aussi, on sera à la Vénerie le 15 mars. Donc, si vous pouvez pas venir le mardi à midi, on remet ça le soir, un vendredi. Ouais. Les lumières seront tamisées et tout le monde va bien profiter. Très bien, donc c'est une lecture, hein, il faut bien C'est préciser. une lecture spectacle. Tout à fait. Et vous, dans votre cas, Yves Kengen, vous vouliez parler d'un livre. Oui, c'est aussi de la lecture, Oui, hein, quelque part. finalement, oui. Donc c'est l'auteur de romans policiers Paul Colise qui sort son nouveau livre qui s'appelle Un jour comme les autres. Et ce qu'il faut dire, c'est que Paul Colise est un écrivain bruxellois et qui en plus campe ses scénarios, si je puis dire, dans le tissu socio-culturel bruxellois. Donc c'est des formidables histoires qui se passent à Bruxelles. Et il présentera donc son nouveau livre chez Filigrane mercredi prochain à 18h. Vous pouvez aller vous le faire dédicacer. Alors vous, Sylvie Losberg, vous vouliez nous parler d'un clip. On va regarder le début de ce clip. Je pense que je le suis et je crois qu'aujourd'hui tout le monde devrait l'être. Donc je crois que malheureusement le terme de féminisme c'est un terme qui est parfois mal interprété, mal compris, surtout souvent par les hommes qui en fait pensent que être féministe ça veut dire vouloir que la femme écrase l'homme, prenne sa place, alors qu'on sait que c'est pas ça, c'est vraiment une question d'égalité. Alors Sylvie Losberg, donc, pourquoi ce clip? Mais parce que c'est la nouvelle campagne du Conseil des femmes qui a Encore un coup de démarré hier. promo. Oui, voilà. Mais bon, c'est pas vraiment de la promo. En fait, on promotionne le mot féministe parce que c'est vrai que c'est un mot qui a été très, je dirais, malmené. Et on essaie de faire comprendre avec cette campagne que toutes les personnes de bonne volonté sont féministes. Et je pense que c'est un changement de paradigme. Et je suis très heureuse que cette campagne démarre maintenant et elle courra jusque mi-mai. Et on terminera le 16 mai avec un concert féministe à l'Archiduc à Bruxelles. Voilà. Ah ben voilà une belle promesse. Et vous, Samuel de Hertog, pour votre première, vous êtes venu avec votre livre de chevet. Voilà, c'est mon livre de chevet. C'est un bouquin qui est sorti en 2016. Mais que j'adore parcourir quasi une fois par semaine. Et ce sont des prises de vue aériennes de tous les espaces verts bruxellois. Et donc ça nous permet de voir les symétries parfaites des pelouses du Cinquantenaire, du parc de Bruxelles, du Botanique. Et c'est vraiment magnifique. Ça donne envie d'aimer notre ville, ces espaces verts, et de les défendre aussi. Je suis d'ailleurs très content de la volonté de Bart Dont, qui est l'échevin à la ville de Bruxelles, de retirer le parking qu'il y a devant l'arc du Cinquantenaire. Et voilà, je plaide pour la réduction des autoroutes urbaines et des parkings dans nos parcs, au Bois-Lacambre, Parc de la Houlue ou au Cinquantenaire. Merci pour cette profession de foi. Ça vous a plu cette première comme Tout à expert? fait, Ouais. c'est très chouette. Ouais. Très bien, je trouve que vous en êtes très bien sorti. Et alors voilà, mon coup de cœur, c'est un livre également, donc c'est la BD Ada et Rosie, Mauvais esprit de famille, c'est paru aux éditions Casterman. C'est deux filles dans une famille lambda et leurs problématiques de leur âge, l'enfance envahissante et l'adolescence un peu lasse, le tout dessiné naïvement par une illustratrice de livres pour enfants au départ, Dorothée de Montfred. C'est à la fois très juste, c'est spirituel et c'est charmant, donc c'est pas mal. Je vous le recommande. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose à nous proposer pour une balade le dimanche à Linkebeek, par exemple. Non, du tout, mais vous parliez de coup de cœur. Moi, aujourd'hui, mon coup de cœur, ce sont les femmes en général. Et si j'ai bon souvenir, il y avait un chanteur qui avait dit « Les femmes sont l'avenir de l'homme ». Oui. Bien, voilà, bonne réflexion pour la journée. C'était Jean Ferrat. Et vous, Kenza Yacoubi? Moi, je conseille un film que j'ai été voir. J'ai vraiment adoré, c'est Green Book. Et je trouve que c'est très actuel et c'est fait d'une finesse vraiment très questionnante. Donc voilà, j'invite, même si je trouve que le cinéma est encore trop cher, ça c'est une autre question. Je trouve qu'aujourd'hui, voilà, le cinéma c'est une activité populaire où tout le monde devrait pouvoir y aller en famille. Et les prix sont malheureusement encore trop élevés. Ils sont peut-être plus aussi populaires qu'avant. Ouais. Merci à tous, invités, chroniqueurs. On se retrouve la semaine prochaine. Et lundi, dans l'interview, je recevrai Julie de Groot, la présidente du Parlement francophone bruxellois, la CDH, donc Julie de Groot. D'ici là, bonne fin de week-end à tous.